Saperluette. En mode festival. Après vous avoir parlé des préparatifs du festival à la chapelle du Verbe incarné, voici le temps du deuxième épisode dédié au Thomas, le théâtre des Outre-mer en Avignon, qui sera également enregistré en 3 interviews différentes. Cette fois, je vous propose 3 parcours d'auteurs de pièces de théâtre. Ils vous parleront de ce qui les a amenés au théâtre et de ce qui les inspire dans leur travail d'écriture et ou de mise en scène. La première rencontre de cet épisode est avec Grégory Alexander, auteur et metteur en scène de La Forêt des Illusions. Il raconte son parcours, sa formation dans l'Hexagone, son retour en Guyane, ses engagements. Il parle de liens entre danse et théâtre, entre le corps et les mots, entre les territoires et les hommes. Bonjour, je m'appelle Grégory Alexander, je suis comédien, metteur en scène, interprète chorégraphique occasionnellement. J'ai été formé au Théâtre École d'Aquitaine avec Feu Pierre Debauche qui nous a quittés récemment. Et également au Centre international Rico Dums pour la danse. Voilà, donc je viens d'un théâtre du corps, un théâtre qui met en relation finalement tout le potentiel de l'acteur, y compris le chant, pour raconter quelque chose. J'ai fait ma première pièce de théâtre, j'avais 7 ans. Une pièce de théâtre avec des gens qui achètent leur place pour... ils avaient besoin d'un enfant dans cette pièce-là. Il y avait un adulte et un enfant. Un adulte, une espèce d'extraterrestre et un gamin. J'ai commencé tôt. Hein. Et j'étais la mascotte d'un groupe de danse traditionnel en Guyane. Vous avez des tournées déjà en Martinique, en Guadeloupe. Voilà, pour entre groupes folklorique, c'est un mot qui est vilain aujourd'hui, mais parce que ça raconte un peu quelque chose de figé, mais finalement, le folklore, c'est important aussi. Mais j'ai commencé par là, j'ai commencé très tôt, hein, à 7 ans. Quand je me suis formé à Paris, au Centre international, quand j'ai commencé plutôt cette formation, j'ai commencé en étant surtout orienté moderne jazz. Je me suis rendu compte que ça me parlait pas, que ça me parlait plus, en fait, qu'il me manquait quelque chose. Je trouvais que c'était très joli, très orné, mais pas assez direct. Que ça raconte... Et puis j'avais besoin de mettre des mots, du texte. Et après, j'ai vu le travail de Pina Bausch. J'ai vu, voilà, j'ai eu la chance. Waouh! Et après, je me suis dit, ok, c'est ça, en fait. C'était ça, en fait, qu'il me fallait. C'était une évidence. J'ai arrêté la formation de danse pour faire celle de théâtre parce que j'étais frustré, en fait. J'étais vraiment finalement que dans un code de danse et pour faire l'école de théâtre. J'étais très content, hein. J'étais pris au Théâtre École d'Aquitaine avec des gens qui n'avaient pas trop peur de travailler avec des acteurs qui venaient du corps en fait et voilà, et donc ça m'a amené vers le contemporain. J'ai pas mal tourné après la formation au Théâtre École d'Aquitaine. J'ai intégré la compagnie Pierre Debauche, j'ai tourné sur pas mal de spectacles. Je suis allé j'ai découvert 3 continents comme ça avec eux et en fait à la fin de tout ça, j'avais envie de revenir, donner en Guyane ce que j'avais appris, en fait, de le partager. Et je trouvais que ça faisait sens. Il y a quelque chose qui était en mouvement. Il y avait les 2 scènes conventionnées qui existent actuellement, qui ont 10 ans, qui étaient à l'époque en idée, en concept. Je voulais aider à la fortification du concept. J'y ai participé. Et donc voilà, je trouve que ça produit du sens d'être venu et même plus je m'implique. Je suis dans une fédération, je suis président d'une fédération des acteurs culturels. Pareil, en réponse aux choses clivantes, en fait, qu'on entendait, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà, c'est vraiment une implication politique, le retour sur le territoire. J'ai monté ma compagnie. Finalement, on était très peu nombreux, en fait, de compagnies professionnelles. Il y avait quelques-uns, comme ça, chacun avec son bâton de pèlerin, à essayer des choses. Et très, très vite, finalement, je me suis mis à travailler. Les artistes travaillaient les uns avec les autres. Donc, on se mettait en scène mutuellement et ça m'a bien piqué. Ça m'a bien plu. Et puis, j'ai toujours écrit des poèmes, des textes. Et un jour, je me suis dit, allez, tiens, pourquoi pas essayer de les porter sur un plateau. Alors, au début, j'avais peur de les proposer, j'étais pas très confiant. Alors je les disais moi-même, je disais des poèmes.
Puis un jour, ça a donné lieu à finalement l'idée d'une création. C'est parti comme ça, en fait. Aujourd'hui, je suis le metteur en scène et l'auteur de La forêt des illusions. C'est un texte qui raconte l'histoire d'un enfant qui a été élevé par sa grand-mère, qui la perd. C'était pour aborder le sujet de la perte, en fait. Il y a beaucoup d'enfants qui sont élevés par leurs grands-parents, encore aujourd'hui, notamment dans les territoires ultramarins. Et ça m'interpellait de savoir comment l'enfant gère quand le phare n'est plus là. Mais c'est une écriture qui a bougé parce qu'il y a eu des mouvements sociaux assez importants en Guyane, en mars et avril 2017, avec des choses très très clivantes, des discours assez durs sur finalement le lien en fait entre les gens de ce territoire en Guyane. Et j'avais envie de raconter quelque chose justement sur le lien, sur l'importance en fait de la transmission et de ce qu'on donne. Il faut un peu de générosité et arrêter d'avoir peur les uns des autres. C'est mon troisième spectacle, La forêt des illusions. C'est la première fois que je travaillais avec la vidéo. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est actuel, ça permet de multiplier les points de vue en fait, et pas nécessairement être dans la redondance, mais d'amener des couches d'entendement différentes. C'est pareil, comme le corps, et puis La forêt des illusions, j'insiste avec cette idée-là. On a travaillé avec une plasticienne dont on a numérisé le travail, il entre en interaction avec le corps des interprètes, avec les panneaux en quinquémono. Et oui, ça me parle en fait de multiplier les possibilités d'entendement en fait, et qu'il n'y ait pas que le verbe qui amène une idée, qu'il puisse y avoir d'autres relais, et notamment que le sensible puisse exister en fait. On sent les gens. On rencontre quelqu'un, on sent une énergie, il y a quelque chose il y a des choses qui passent en fait dans l'indicible, sur le sensible en fait. Et après, ça s'exprime voilà, on met des mots dessus et il y a une pensée qui va se formaliser avec certaines choses qui seront dites, d'autres choses qui seront gardées ou qui vont être dites à un autre endroit. Et on retrouve ça, moi. Lorsque je fais travailler mes acteurs, j'essaie de retrouver cette chose-là. Et donc je leur dis, n'ayez pas peur de le faire passer par le corps. Parfois, on enlève le texte, on essaie je leur demande de danser le texte, le propos, et après, on le met. Et voilà. Et comme ça, c'est quelque chose qui est en relation réelle pour ne pas que ça reste juste dans la tête. J'aimerais m'inscrire dans des ponts. Alors, on va diffuser en Irak. On a un premier pont culturel qui va s'établir comme ça, qui est assez inédit entre la Guyane et l'Irak, quoi. Incroyable. Et voilà, c'est de multiplier ça. Alors, pour moi, le Festival d'Avignon, c'est quelque chose d'ultra important, notamment pour les territoires ultramarins, parce que on retrouve comme ça des problématiques d'enclavement de la pensée, des problématiques d'enclavement communautaire. L'année dernière, en Guyane, mars-avril 2017, il y a eu des mouvements importants qui ont fait ressurgir des paroles assez extrêmes, assez dures, assez clivantes. Et je crois que le spectacle vivant et que la grande mecque du théâtre que peut être Avignon, c'est intéressant pour nous parce que ça permet d'ouvrir la pensée à d'autres pensées, de désenclaver en fait un petit peu nos réflexes protectionnistes. On est en plus dans une économie où les biens circulent plus facilement que les corps. Il y a beaucoup de corps contraints, notamment pour des raisons économiques. Et c'est essentiel justement de tisser du lien entre les humains, en fait, entre les individus, pour que quelque chose se fasse. D'ailleurs, on voit beaucoup de projets mutualistes qui se mettent en place, je vois, pour le transport ou il y a de plus en plus de solutions alternatives qui se trouvaient pour moi. Le Festival d'Avignon, c'est quelque chose de cette nature-là. On trouve quelque chose de fort, en fait, qui pour moi est à l'endroit de l'humanité. Sinon, on s'écarte. Les systèmes qui organisent et qui gèrent les corps et les pensées ne sont que des systèmes. Et quand on est trop dans une logique de système, dans quelque chose de mécanique, finalement, on s'éloigne du sensible. Et quelque chose comme Avignon participe de ce lien et de renouer avec le sensible, avec ce qui fait notre essence d'humain, d'homme, pour désenclaver la pensée, pour respirer en fait notre humanité.
Cette deuxième rencontre d'artistes du second épisode dédié au Thomas, le théâtre des Outre-mer en Avignon, est consacrée à José Gernidier, auteur et acteur de la pièce Circuler, mais également metteur en scène et enseignant. Il nous explique comment il a découvert le théâtre, qui est aujourd'hui pour lui un métier et surtout une véritable passion. Passion qu'il souhaite transmettre pour que la relève puisse trouver sa place à la fois en Guadeloupe, dans les Outre-mer et en Hexagone. Bonjour, je m'appelle José Gernidier. Je suis, alors quand je dis je suis, je marque toujours un temps, puisque je suis plusieurs choses en même temps. Puisque je suis au théâtre, je suis metteur en scène, je suis auteur et aussi comédien. Je devais peut-être dire d'abord comédien parce que j'ai commencé par être comédien avant d'être metteur en scène ou d'être auteur. Et je viens de la Guadeloupe. Mais aussi, je suis aussi enseignant. J'enseigne le théâtre dans un lycée et aussi j'interviens à l'Université des Antilles en tant qu'intervenant en théâtre. Voilà. Je me suis lancé au théâtre, je ne connaissais pas le théâtre. C'est-à-dire que j'étais gosse avec des amis. Je pense que on s'est lancé au théâtre par nécessité. Nécessité parce on cherchait quelque chose à faire, on devait s'occuper en tant que... On était adolescents, on était avec 14, 15 ans, 16 ans. Donc on voulait occuper notre temps, on était nombreux. Et comme je suis issu d'une famille très, très modeste, on n'avait pas d'instruments. Si on avait des instruments, peut-être qu'on serait musicien, c'est vrai. Et donc on s'est lancé au théâtre, on connaissait le théâtre uniquement à travers le jeu. On ne connaissait pas le théâtre, techniquement le théâtre. Et bien, ça m'a fait du bien puisque depuis, je suis toujours resté. C'est devenu très très vite une passion pour moi. Une passion parce que je crois que depuis que j'ai commencé à faire du théâtre à l'âge de 15 ans, je n'ai jamais quitté le théâtre d'une façon ou d'une autre. Je suis resté là-dedans. Donc c'est vraiment une passion. Je pense théâtre, je pense théâtre tous les jours. Je baigne dans le théâtre tous les jours. Au départ, quand on a commencé, j'ai toujours été celui qui, au niveau on a travaillé beaucoup en improvisation parce qu'on n'avait pas de texte, on commençait à improviser des petites scénettes, mais c'était toujours orienté parce qu'on était dans une période en Guadeloupe, c'était la période de début des années 80, et c'était une période assez trouble en Guadeloupe parce que c'était une période de revendications identitaires, revendications nationalistes, etc. Donc on baignait un peu dans cette mouvance-là. Et donc on commençait à parler de l'esclavage, de tout ce qui se passait dans l'histoire du pays. Donc on commençait à revendiquer notre culture, etc. Donc je crois que on était dans ça. Et donc depuis là, je pense que j'étais un peu parmi les leaders du groupe qui commençaient à diriger les autres pour pouvoir faire ce que je sais après. J'ai su après que c'était la mise en scène. Mais je commençais à diriger mes camarades pour monter les pièces improvisées. Et après, c'est devenu comme ça. Je crois que je suis resté là-dedans et commencé à mettre en scène les pièces. Mais je constate que ces improvisations, j'avais toujours quelque chose à structurer là-dedans. C'était des improvisations, mais à un moment donné, j'étais celui qui disait, on va conserver telle réplique, donc finalement, c'était plus une improvisation, c'était quand même quelque chose de fixé. Et après, j'ai commencé à écrire, quoi. C'est toujours le pays, c'est toujours la société dans laquelle je vis qui m'inspire. C'est toujours raconter la vie des gens, raconter ce que je ressens, ce que je vis au quotidien. Quand je parle de vécu, on vit pour soi, mais on vit aussi à travers les autres. Donc, ce que vivent mes compatriotes, ce que vivent moi, je le vis aussi, puisque nous sommes dans le même microcosme, quoi. Et donc, voilà.
Donc après, il faut dire qu'il y a une période, il y a plusieurs périodes. Il y a cette période dont je vous ai parlé. On a créé une troupe qui s'appelait Kalanda. Kalanda, c'est une danse dans notre culture, c'est une danse que dansaient les esclaves et c'était déjà une danse révolutionnaire, quoi. C'est une façon de manifester quelque chose. Et ensuite, il y a eu la troupe plus bacchanale, TTC plus bacchanale, c'est une autre période parce que là, c'est une pièce qu'on avait montée qui s'appelait plus bacchanale. C'était une satire de la télévision, Canal+. Ça correspondait un peu à l'arrivée de Canal+ dans le paysage audiovisuel en France et aussi en Guadeloupe. Et l'autre période maintenant, c'est une pièce que j'ai montée qui s'appelait, la première pièce que j'ai écrite vraiment, ça s'appelait Moun Koubari. Moun Koubari, j'ai créé un quartier qui s'appelle Koubari. C'est un arbre. Le Koubari, c'est un arbre qu'on trouve dans ces régions-là. Et donc, en créole, on dit Koubari. Donc, j'ai créé la pièce Moun Koubari, c'est les gens de Koubari. Et donc, c'était toute une sorte de panoplie de gens de ce lieu dont j'ai créé. Ce lieu qui est, comme je dis, un microcosme, ça peut être un quartier, une cour, etc. Mais finalement, c'est le pays, quoi. Et cette pièce a eu énormément de succès en Guadeloupe. C'était une pièce qui était très drôle, mais aussi les gens se reconnaissaient, se retrouvaient dans cette pièce et ça a fait Guadeloupe, Martinique, Guyane, partout où on est passé, à Paris. On a même eu l'occasion de faire des représentations au théâtre de Mogador à Paris. Et c'est là qu'on avait justement, la première fois qu'on a rencontré Greg Germain, c'était là, quand il a vu cette pièce, il est venu me voir, on a beaucoup discuté autour de cela. Et cette pièce a vraiment énormément de succès. Ça a fait un précédent qui d'autres comédiens Guadeloupe se sont lancés dans ce style de théâtre, etc. Et beaucoup de comédiens qui sont en Guadeloupe maintenant, qui font du comique ou autre, se sont inspirés de ces pièces-là. C'est un miroir de notre société. Les gens se retrouvent, mais c'est un miroir qui, voilà, ça parle de nous, mais ça parle de nous d'une façon esthétique, mais aussi sérieusement, quoi. C'est-à-dire, on parle de nos problèmes, de cette situation, de notre histoire, etc. Et ça fait une sorte de histoire où les gens aiment beaucoup, parce qu'on leur dit certaines vérités, en même temps, ils constatent que bon, tout n'est pas... voilà, c'est une vérité, mais c'est dit d'une certaine façon pour ne pas choquer, ne pas blesser non plus. Je ne suis pas entré dans le théâtre par la voie professionnelle, donc j'avais un métier, enseignant. Alors, c'est assez bizarre parce que j'enseignais la gestion en lycée. Et maintenant, depuis quelques années, je suis professeur de théâtre. Donc, je suis resté dans l'éducation nationale et faire vraiment ce qui me plaisait, aller vers ça, aller vers l'enseignement du théâtre. Je sais que j'ai une mission, ce sont des jeunes et je dois leur donner leur transmettre des choses. Si j'écoute mes élèves, je crois que sans le faire exprès, je dirais, entre parenthèses, je transmets cette passion, puisque souvent les élèves qui passent par moi, souvent gardent cette passion du théâtre, me disent qu'ils ont découvert le théâtre et qu'ils aiment beaucoup. Et ça me plaît beaucoup d'enseigner, de transmettre. Et c'est pourquoi au-delà de l'enseignement pour l'éducation nationale, mais j'ai toujours eu des ateliers théâtre. Je suis resté 15 années à avoir un atelier à la scène nationale de Guadeloupe, à l'Archipel. Et j'ai encore 3 ateliers. J'ai toujours eu des ateliers théâtre, hein. J'ai toujours animé des ateliers théâtre, partout. La place du théâtre en Guadeloupe, là, c'est une grande question. Il y a
il y a beaucoup de bonne volonté chez ceux qui œuvrent dans le théâtre au niveau des acteurs, des metteurs en scène, etc. Mais en même temps, il y a des hauts et des bas. Voilà, c'est-à-dire que je pense que c'est un pays on aime beaucoup le théâtre. On aime beaucoup le théâtre, les gens aiment le théâtre, les gens vont au théâtre. Mais il manque peut-être il n'y a pas suffisamment, comme tout dans la culture, hein, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de volonté politique pour que le théâtre puisse se développer réellement. Mais depuis quelque temps, il y a quelques manifestations qui se font. Par exemple, on a mis en place une formation, la région, par exemple, a mis en place une formation pour les comédiens. Nous avons, parmi plusieurs comédiens, on a pu obtenir un diplôme d'État en théâtre, qu'on est venu passer à Paris. Donc, ça a donné lieu à des formations. Et depuis, avec un organisme comme Chantier Nomade, il y a des formations permanentes qui sont mises en place. Malheureusement, pour le moment, on ne les retrouve pas sur scène. Et c'est ce que je souhaite qu'on puisse retrouver ces jeunes-là au théâtre. Donc, ça veut dire qu'on leur donne les moyens pour qu'ils puissent croire en ce métier, puisque c'est un métier. Si on entre dans la danse, on ne doit pas pouvoir. Moi, je dis c'est pas parce qu'on travaille dans la culture, parce qu'on fait du théâtre, qu'on doit galérer. Ils doivent vivre décemment comme dans n'importe quel métier. Et je crois qu'ils n'ont pas ils sentent pas ça pour le moment. Donc, pour le moment, on ne retrouve pas tellement de jeunes. C'est ce que je regrette beaucoup, de jeunes dans le théâtre en Guadeloupe. Et donc, il y a une génération qui est là depuis quelques années. Je pense qu'il est nécessaire que la relève se fasse, quoi. Dernière interview du 2e épisode consacré au Thomas, le théâtre des Outre-mer en Avignon. Cette fois, je vous propose d'écouter le parcours de Gaëtan Pau jusqu'à la direction artistique de la compagnie Cousin d'Edgar et la création de la pièce Le corps en obstacle, qui nous interroge sur l'Érythrée, les sans-papiers et le métier peu reconnu des agents de sécurité. Il pose son regard sur les événements de notre époque en s'inspirant des gens qui l'entourent et de ses lectures. Ce sont le présent et l'actualité qui animent son travail d'écriture, et c'est ce qu'il nous explique ici. Je m'appelle Gaëtan Pau, j'ai 44 ans, c'est moi qui écris Le corps en obstacle, mis en scène aussi. Je suis le directeur artistique de la compagnie Cousin d'Edgar, qui est basée à Paris. Et c'est notre première grosse création en Avignon 2018. Bon, j'ai découvert le théâtre au lycée, déjà, comme beaucoup. Et puis après, j'ai fait des études de philosophie, que j'appréciais beaucoup, mais bon, je m'ennuyais un peu. Et puis j'ai découvert le théâtre surtout par l'enseignement, en fait. C'est comme ça que j'ai découvert le théâtre, de manière plus intensive. Et puis j'ai tenté le concours de l'ESSAD, ça veut dire École supérieure d'art dramatique de la ville de Paris. Et voilà, j'y suis rentré, et puis ça fait donc désormais 20 ans que je fais ce métier, quoi. La naissance de cette compagnie est venue un peu tardivement. Voilà, cette compagnie, je l'ai créée il y a 4 ans. Et puis avant, j'ai beaucoup travaillé avec une compagnie qui s'appelle la compagnie Tecna, et dont le directeur artistique est Quentin Defalt. Et j'ai beaucoup travaillé dans cette compagnie, ce qui fait que ça m'a permis de m'essayer à l'écriture aussi, parce qu'on faisait beaucoup d'écriture collective, et aussi des écritures individuelles. Et comme l'écriture fait partie des projets majeurs, voilà, j'en suis arrivé tout naturellement à aujourd'hui, quoi. Pourquoi j'écris, pourquoi je mets en scène, pourquoi j'écris? Parce que je pense qu'il y a toujours la place pour un regard nouveau. Voilà, pas forcément pertinent, parce que ça peut ne pas l'être, mais au moins nouveau. Et je pense qu'il y a encore une manière de faire du théâtre, une manière de l'écrire qui se réinvente. Voilà. Et donc je me dis que l'écriture a ceci, c'est-à-dire
qu'on peut continuer à inventer des choses nouvelles, quoi. De plus en plus, l'actualité m'intéresse. Voilà. Et cette pièce est une pièce d'actualité. Et puis, alors, ça m'a pris un peu de temps avant de le dire. Enfin, peut-être parce que je m'en étais pas rendu compte, tout simplement. Et que je crois que j'avais très envie d'écrire au présent. Hein. Ça, c'était important. Alors ça m'anime parce qu'en plus, nous vivons une époque qui a bougé. Hein. Ces temps-ci, ces temps derniers. On est un peu bousculé, je crois. Peut-être qu'on s'en rend pas tout à fait compte, mais j'ai l'impression qu'il est en train de se passer quelque chose. Quoi ? J'en sais rien. Donc du coup, du moins j'en sais rien. Je ne sais pas avec précision, mais je me suis dit, voilà, il est peut-être, c'est important d'écrire, tout simplement. Je ne sais pas si l'objectif c'est de montrer aux gens, parce que je crois que je n'ai vraiment pas la prétention de cela. Pas du tout même, parce que ça sous-entendrait, faut faire attention aussi au fait d'avoir un avis trop arrêté, trop radical. Oui, c'est comme ça que l'époque, comme si j'avais compris quelque chose et comme s'il y avait une solution. Non, moi, je pars de moi, en fait. C'est quelque chose qui m'a frappé dans cette époque. C'est-à-dire que on a été, je fais partie d'une génération qui n'a connu que la paix. Et le dire, c'est une chose. Se la répéter, on oublie facilement la paix. Enfin, c'est comme la démocratie, on oublie tranquillement. Voilà. Donc, on peut s'endormir là-dessus et je crois que voilà, il y a quelque chose qui me surprend dans le fait que peut-être on a été bouleversé de façon plus profonde qu'il n'y paraît et que peut-être, je parle pour moi, hein, parce que encore une fois, j'aurais pas la prétention de parler à la place des autres, mais peut-être qu'on a été plus bousculé qu'il n'y paraît et que on se cache aussi parfois en disant qu'on est toujours en liberté, ce qui est vrai, hein, mais faut aussi admettre que nous avons été frappés, voilà, d'une manière extrêmement violente et sanglante, et que faut pas l'oublier, il faut, je crois, regarder ça en face. Voilà. Mes inspirations, c'est, je vais dire une énorme banalité, mais c'est les gens qui m'entourent, quoi. C'est la brasserie en bas de chez nous, c'est mes comédiens aussi, enfin ceux qui participent au projet. Et puis aussi les lectures. Enfin, ça, j'y tiens beaucoup. C'est-à-dire que, notamment là sur ce projet, parce que comme ça parle d'Érythrée, et que je n'ai pas été en Érythrée, que personne ne peut y rentrer depuis maintenant presque 20 ans, a bien fallu prendre des informations quelque part. Donc, c'est un texte notamment de Vincent Léonard qui s'appelle « Fuir ou mourir » que j'ai lu, relu, qui est un texte passionnant, parce qu'en plus, lui, il commence aussi par ce constat-là. C'est un journaliste qui n'a pas pu rentrer en Érythrée, qui n'a pas pu faire son travail, donc il a fait tout à distance, en fait. Et voilà, ça, c'est une inspiration aussi. Donc, il y en a beaucoup. En fait, c'est un peu tout. Et puis, il y a un moment où on prend, on note, et puis ça se resserre. Et il y a un moment donné où on trouve un point commun à tout cela, et à ce moment-là, l'écriture peut commencer, quoi. Avignon, c'est pas mon premier, c'est mon 3e. C'est le 2e de suite que je fais, mais c'est le premier en tant qu'auteur et metteur en scène seul. Voilà, d'habitude, il y avait un côté un peu plus collectif. Déjà, j'étais très motivé pour le faire, j'avais très envie de le faire, et puis on s'est bien préparé, et après, voilà, on est présent tous les matins au tractage, on essaye de parler du spectacle, de le faire entendre, de le faire vivre avant même qu'il soit sur le plateau à 17h55. C'est quand même un moment absolument hallucinant à Avignon. Enfin,
c'est chaque année, c'est une surprise, quoi. Chaque année, c'est stupéfiant. Mais je crois qu'on est tous vraiment très contents d'être là, quoi. Et on a très envie de défendre ce projet. Je souhaite à la compagnie qu'elle dure, en fait. Qu'elle dure le plus longtemps possible et qu'on nous donne la possibilité, parce que ça, c'est pas évident. Et quand on arrive en Avignon, et surtout avec une création comme celle-ci, d'abord, on ne sait pas si ce qu'on a raconté est intéressant. On ne sait pas si ce qu'on a raconté est pertinent. Donc, voilà. Et si jamais ça l'est, si jamais on sent que notre compagnie a des choses à dire, l'idée, ce qu'on peut souhaiter à cette compagnie, c'est que on lui donne de l'espace et de la liberté pour continuer à créer et continuer à dire, à écrire et à dire des choses qui nous semblent intéressantes. Parce que je pense que nous, on essaiera d'écrire au présent, d'écrire sur des histoires d'aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui m'intéresse le plus là aujourd'hui. Peut-être que dans quelques années, nos ambitions et nos désirs auront changé, mais aujourd'hui, c'est ça. Et ouais, c'est ça. Je pense qu'on peut souhaiter à la compagnie la plus longue des vies, quoi. C'était la dernière des 6 interviews dédiées au Thomas, le théâtre des Outre-mer en Avignon, enregistrée pendant le Off 2018 à la Chapelle du Verbe incarné. Merci à tous les artistes présents d'avoir répondu à mes questions et à la radio du Thomas de m'avoir fait confiance pour réaliser ces portraits diffusés en direct sur les ondes de cette nouvelle web radio à qui je souhaite une très belle vie. Esperluette. En mode festival.